Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Je salue mes camarades de la deuxième heure. Bonsoir Nathan Dever. Bonsoir Pierre. Bonsoir Gilles Boutin. Bonsoir Pierre. Du Figaro. Bonsoir à vous Pierre Assouline. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Vous signez l'annonce qui est sortie il y a à peu près un mois aux éditions Gallimard. Vous avez fait appel à vos souvenirs pour réaliser une architecture assez particulière de ce roman, puisque évidemment, il y a eu les atrocités du Hamas du 7 octobre 2023 et plusieurs décennies avant, il y a eu 50 ans avant la guerre du Kippour en 1973. Ce sont deux phénomènes qui, à mon sens, ne peuvent pas être comparés, mais il y a entre cela l'histoire d'Israël, et pas seulement l'histoire d'Israël, mouvementée bien sûr, il y a aussi l'histoire d'un homme et d'une femme. Oui, parce que le point de départ, c'est la rencontre entre un garçon et une fille de 20 ans. Je dis plutôt garçon et fille parce qu'à 20 ans, on est des gamins. Et lui, c'est un juif français qui est très proche d'Israël et qui est étudiant en histoire. Et au moment du déclenchement de cette guerre de 1973, s'engage comme volontaire auprès d'Israël pour soutenir l'effort de guerre et l'effort tout court. Et donc, mes volontaires civils. Et quand il est là-bas, il va rencontrer une jeune fille qui, elle, est israélienne, qui a 20 ans aussi, et qui est dans les services psychologiques de l'armée, qui est affectée à un poste un peu particulier, qui consiste à aller annoncer dans une famille la mort d'un frère, d'un fils, d'un père au combat. Et en fait, ils vont évidemment se rencontrer et s'aimer. Et c'est la découverte par ces deux jeunes de 20 ans de l'amour et de la mort en même temps. Mmh. Voilà, c'est un peu le cadre, si vous voulez. Et le fait que... Moi, j'ai commencé à écrire ce livre il y a 1 an et demi, 2 ans. Après avoir été en Israël, post-7 octobre 2023. Non, il y a 2 ans, c'était avant. Et donc, ça n'avait rien à voir. Je ne pouvais pas me douter qu'il y aurait une nouvelle guerre. J'avais presque fini quand est arrivé. Donc j'ai mal calculé, pardonnez-moi, voilà. Parce que pour moi, effectivement, non, un an et oui, on n'est pas tout à fait un an et demi. On n'est pas tout à fait un an et demi. Enfin, c'était avant. Et arrive le 7 octobre. Et cette nouvelle tombe, cette sidération qui nous a tous pris face à la barbarie de l'acte. Et là, je ne pouvais pas faire autrement que de modifier un peu mon livre. Il faisait une partie, il a fait 2 parties. La première, c'est il y a 50 ans, la seconde, c'est 50 ans après. Et parce qu'il y a des analogies, etc. Et surtout, je voulais qu'ils se retrouvent, que ces deux jeunes se retrouvent, et qu'il y ait quelque chose sur le passage du temps chez les êtres. On a tous retrouvé quelqu'un longtemps après. Un peu par hasard, très souvent. Mais là, dans des circonstances qui sont terribles. Qui sont terribles parce qu'elles sont extrêmes et maximum. Quelle est la plus grande crise collective qu'une guerre? Et surtout une guerre sauvage comme celle-ci. Et donc, même si toutes les guerres sont sauvages, mais ils se retrouvent un petit peu par hasard. Et ces retrouvailles permettent aussi de prendre la mesure du chemin parcouru et de chacun renvoyant dans son regard le reflet de l'autre. D'abord parce que physiquement on change, hein. Tout le monde change, surtout avec un demi-siècle d'écart. Et puis la mentalité change, et puis le pays avait changé, et la société. Vous êtes allé sur place en Israël quelques semaines après, je crois, le 7 octobre 2023. Ou quelques mois, oui. Quelques mois après. Comment est-ce que vous avez vécu ce moment-là ? Bien, heureusement, c'était plus le moment de la sidération. Donc j'ai été voir les participants. Il y avait quand même la place des otages, il y avait une attente terrible. Voilà, je participais à tous ces mouvements-là. Qui continue d'ailleurs aujourd'hui. Oui, la guerre n'est pas finie. Mais de toute façon, il faut bien voir une chose, c'est une guerre sans fin depuis 1948. Il y a eu un certain nombre de guerres, mais pour moi, il y a une seule guerre. C'est la guerre que le monde arabo-musulman livre à Israël depuis 1948. Ça n'a jamais cessé. Ça prend des formes diverses. Certains disent même avant 48.
Alors oui, mais Israël n'existe pas. Non, mais il y avait quand même des prémices il y avait d'une des prémices, idée. voilà. D'ailleurs, il y avait des idées telles totalement foutraques. Il était question de mettre Israël en Amérique du Sud. Oui, Enfin bon. oui, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez des jeunes qui connaissent pas grand-chose de l'histoire, qui vous disent mais pourquoi se mettre en Israël ? Comme s'il n'y avait pas un rapport. Je leur dis toujours, vous avez déjà lu la Bible ? Il suffit de rentrer dans n'importe quelle église pour comprendre. Oui, Voilà. C'est quand même, il y a un patrimoine commun. Oui, mais ce patrimoine commun aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en reste ? Et donc, oui, c'était le pays, je l'ai trouvé très crispé, triste. Des otages avaient été libérés, mais enfin, il en manquait encore beaucoup. Ne pas savoir, c'est ce qu'il y a de plus terrible. Hein. Et L'attente, des familles, l'attente et ne pas savoir. J'ai trouvé le pays non pas résigné, et les gens non pas résignés, mais assez pessimistes. Et on n'en parle pas, mais il y a quand même beaucoup d'Israéliens qui partent. Alors, provisoirement, parce que moi, tous les Israéliens que je connais, qui vivent à l'étranger, dès qu'il y a une guerre, ils se battent pour avoir un billet d'avion et rentrer. Pour servir, c'est-à-dire pour être mobilisé et se battre. Puisque tout le monde est réserviste. Tout le monde est réserviste jusqu'à 50 ans ou 55 ans. Et donc, ça a été... Filles et garçons, hein, je le précise pour ceux qui ne le savent pas. Et ce qui est nouveau, c'est qu'il y a depuis quelques années, les filles ont le droit d'être dans des unités combattantes en première ligne. Vous avez des femmes pilotes de chasse. Donc ça c'est nouveau. Ce qui n'est pas nouveau, c'est voilà la chose qui m'a frappé, si vous voulez, dans ce conflit. Je l'ai senti évidemment en Israël, mais surtout en France et en Europe, parce que je voyage beaucoup en Europe toute l'année. C'est la première fois qu'une guerre contre Israël, qui menace de manière existentielle Israël, a une répercussion telle en diaspora qui fait que ça a entraîné une crise de l'antijudaïsme qui n'a jamais existé, qui n'a jamais accompagné à ce point la guerre au Moyen-Orient. Ça c'est nouveau. Que les campus américains, que l'Angleterre, la Belgique, l'Irlande, tous ces pays-là manifestent tous les samedis avec des kéfiers sur la tête en criant intifada, intifada, sans mesurer que ça signifie. Ça, vous dites que c'est sans précédent. Eh bien, je n'ai pas d'exemple. J'ai étudié toutes les autres guerres d'Israël. Je n'ai jamais vu non seulement un tel courant, une telle haine anti-juive en Europe et aux États-Unis, et une haine qui parfois se transforme en rage anti-juive. Ça n'existe pas. Nathan Devers. Alors je suis encore, l'honnêteté m'oblige à dire que j'ai pas encore fini de lire votre livre, je suis plongé dedans. L'impression que j'ai, peut-être que je me trompe et que sur la fin je me rendrai compte que je me trompe, mais c'est que vous racontez en fait un basculement. Le roman commence d'ailleurs en partie sur Europe 1, parce que l'annonce de la guerre de Kippour est faite ici. Avec quelqu'un qui m'a beaucoup marqué en tant que jeune écoutant la radio, qui était Julien Besançon. Oui. Grand reporter et qui était en Israël. Et en effet, le roman commence comme ça, par un juif français qui est ramené en quelque sorte à la condition d'Israélien. Et l'impression que j'ai, c'est que vous racontez cette bascule, qu'en l'espace de 50 ans, ce sont les Israéliens, au moment du 7 octobre, qui ont tous été ramenés à leur condition de juifs. Certains avaient voulu faire le deuil de la fragilité juive, avaient voulu faire le deuil des 2000 ans d'exil, en s'estimant installés sur cette terre, et le 7 octobre les a ramenés à cette expérience du pogrom, de la faiblesse, et donc de la vulnérabilité. La question que je voulais vous poser, c'est comment voyez-vous, en dehors du conflit israélo-palestinien, l'avenir de la société israélienne, qui était une société qui, avant le 7 octobre, avait des très grandes divisions, avait des névroses, avait des fractures, avait des points aveugles. Vous pensez que tout ça va évoluer comment dans les prochaines années ? Je suis assez pessimiste là-dessus aussi. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se battre. Qu'il ne faut pas se battre pour être un peu plus optimiste. Je suis assez pessimiste parce que la faille à laquelle vous faites allusion existait et elle n'a pas, la guerre a cristallisé cette faille entre laïcs et religieux. Parce que, comme vous le savez peut-être, il y a une frange des religieux qu'on appelle les Haredim, c'est-à-dire les craignants Dieu, mais aussi les ultra-orthodoxes, qui ne veulent pas faire le service militaire et qui estiment qu'ils sont là pour étudier les textes, bravo, les écritures, les transmettre, bravo encore, mais comme si, et qui ne travaillent pas, ils ne font qu'étudier. Mais
D'ailleurs, on voulait les faire travailler, puis ils ont beaucoup protesté. Mais ils ont protesté. Alors, voilà, ils sont parmi les plus pauvres. Ce sont ceux qui en font le plus d'enfants, qui sont les plus pauvres, mais à la limite, ça les regarde. En revanche, ne pas soutenir l'effort de guerre en refusant de faire leur service militaire, là, ça concerne tout le monde. Et en Israël, il y a un très fort courant transparti contre cette idée qu'une partie de la population, à commencer par les jeunes, refuse de porter les armes. Et donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça a été cristallisé par l'actuelle guerre, et ça va... C'est même pas que ça va rejaillir, ça n'a jamais disparu. C'était déjà le cas avant. Et ça, je crains que c'est plus important que des fractures qu'il y avait auparavant dans la société entre Ashkénazes et Séfarades, et puis c'est un pays quand même inégalitaire, à bien des aspects. Sur le plan économique, c'est difficile de vivre là-bas, c'est difficile. Même s'il y a des fleurons technologiques qu'on découvre, de la tech et énormément de choses. Est-ce qu'Israël a été créé pour être une grande start-up nation? Non, a été créé pour faire un État, et après tout pouvait jaillir. Protégé par des Spartiates, par une armée d'élite. Pierre Assouline pour l'annonce chez Gallimard. Gilles Boutin. Oui, j'ignore si c'est l'intention de votre livre, mais on est pris par le fatalisme à vous écouter, puisque vous dites que la guerre dure depuis 1948, et je suis assez d'accord avec vous. Donc, quelle est la possibilité de s'en sortir? Parce que là, sans vouloir citer mon média, mais Ehud Olmert, dans un entretien, dit que la paix ne sera possible que si un État palestinien est reconnu. Il ajoute que Israël n'a rien à faire à Gaza. Cependant, ça fait des décennies qu'on entend ces débats, à juste titre, à juste raison, qui ont toute leur raison d'être tenus, c'est-à-dire à quelles conditions peut-on parvenir à une coexistence. Cependant, on a l'impression qu'à mesure qu'on avance, la fenêtre des possibles se réduit toujours plus. Est-ce que vous y croyez encore? Vous avez raison, hélas. Alors, je ne suis pas israélien, donc je ne me permets pas de dire ce qu'ils doivent faire, mais je me permets de parler des États-Unis ou de l'Angleterre, donc pourquoi pas parler aussi d'Israël et critiquer d'une part la médiocrité du personnel politique, qui me fait penser à celle de la France d'ailleurs, mais aussi le fait que on ne peut pas, à mon avis, imaginer une paix, je dirais pas durable, mais une paix tout court, si les Palestiniens n'ont pas un État. Le problème, c'est que personne, à commencer par les pays arabes, ne veut d'un État palestinien dirigé par des islamistes. Il ne faut jamais oublier, quand on dit Hamas, c'est un mouvement, c'est une dictature islamiste. C'est-à-dire, c'est de l'islamo-fascisme, si vous voulez. Donc, personne n'en veut. En l'état actuel, c'est pas possible de faire un État. Et d'ailleurs, rappelons que les Palestiniens qui ont migré vers la Jordanie, vers l'Égypte, vers la Syrie, ont tous été virés. Merci de me donner le mot, mais c'est difficile à dire. Mais aucun État arabe ne voulait retenir ces populations-là. Et donc, effectivement, il y a eu une concentration de ces Palestiniens. Peut-être avec une âme revancharde dans la bande de Gaza. Je suis pas en train de faire de la psychologie à 2 francs 6 sous, mais en même temps, effectivement, il y a eu cette concentration à Gaza avec un seul motif. Vous savez, je sais pas si vous avez eu l'occasion, Pierre Assouline, juste après le 7 octobre, d'avoir pu visionner les films qui ont été tournés par les caméras GoPro des terroristes du Hamas. Je les ai vus le soir même. Parce qu'après, ça a été quelques confrères ont été, j'en ai fait partie, conviés à l'ambassade d'Israël pour les visionner. Ce qui m'a le plus marqué, c'est pas forcément les scènes les plus terribles d'ailleurs, mais ce qui m'a le plus marqué, c'était que quand les pick-up rentraient à Gaza, c'était pas une poignée de gens qui acclamaient. C'est la foule. C'est la foule. C'est tout Gaza. Tout Gaza acclamait les terroristes du Hamas revenant avec des cadavres dans leur pick-up. Donc, il faut pas détruire. Je concours à votre analyse de savoir comment est-ce qu'on veut bien faire, parce que ça fait quand même quelques décennies qu'on en parle de ces 2 nations coexistantes, mais ça va être difficile. Et souvenons-nous des scènes de liesse le 11 septembre 2001 à Gaza également, où des gens se réjouissaient dans la rue comme si c'était une victoire de football, et rien n'a changé finalement. On ne peut pas faire d'analogie. J'en fais tout le temps. L'histoire ne se répète pas, elle bégaye. Mais il y a des analogies entre 1973 et 2023. Et en plus, c'est 50 ans, presque heure pour heure. Sadat a
quand même eu le courage extraordinaire de venir à Jérusalem. À la Knesset. Il y avait Begin en face, mais enfin celui qui a fait le pas, c'est quand même Sadat. C'était impensable. À l'époque, c'était impensable. Et il l'a fait. Bon. Là, il n'y a pas un leader charismatique comme Sadat. Il n'y a même pas de leader du tout. Les leaders du Hamas ont été exécutés. Mais de toute façon, ils sont haïs. Ils sont haïs par les autres dirigeants du Hamas, ceux du Fatah et les autres. Donc, ça va être compliqué. Mais s'il n'y a pas deux États, il n'y a pas de solution. Or, aujourd'hui, le gouvernement en Israël est dirigé par des gens qui ne veulent surtout pas deux États. On va marquer une pause, Pierre Assouline, vous restez quelques instants avec nous puisque Nathan Dever a encore une dernière question à vous poser. Je vous signale que tous les matins à 9h-20 dans Europe 1 Matin, Olivier Delagarde lit, analyse, commente ce qui fait les unes de la presse. Il y a tout dans les journaux, la revue de presse d'Olivier Delagarde. C'est tous les matins sur Europe 1 à 9h-20 et quand vous voulez en replay sur l'appli Europe 1. À tout de suite dans Europe 1 Soir. Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Encore quelques minutes avec nous, Pierre Assouline, pour ce passionnant livre, L'Annonce, qui nous fait réfléchir chez Gallimard, et Nathan Dever, qui avait une dernière question. Oui, j'avais une question à vous poser parce que vous replacez dans ce livre l'histoire d'Israël dans le temps long. Enfin, le temps long à l'échelle du temps court d'Israël. Pour quelqu'un comme vous, qui est attaché à l'idée d'Israël, à l'âme d'Israël, à la langue d'Israël, j'aimerais avoir votre sentiment sur deux réalités qui, à mon avis, sont cause de blessures. D'une part, le fait que, dans le monde entier, le mouvement politique qui est censé défendre les Juifs historiquement, qui est censé défendre l'humanisme, à savoir la gauche et la gauche de la gauche, a en grande partie lâché complètement cette cause et, comme vous l'avez dit tout à l'heure, a été souvent le moteur de la haine contre Israël. Comment vous vivez cela? Et comment vivez-vous aussi le fait qu'en Israël, on assiste aussi à l'émergence d'une extrême droite fanatique qui instrumentalise le judaïsme pour le retourner contre toutes les valeurs que son éthique est censée représenter et aimer? Alors vous avez 2 heures, Pierre. J'ai 2 heures pour l'exposer, mais pour ce qui est de la gauche française, je suis d'autant plus déçu dans un premier temps que j'ai toujours voté à gauche. Donc, est-ce que vous votez toujours à gauche? Non, là je pourrais pas. Je pourrais pas parce que pour moi la gauche a commis le crime de s'allier à la France insoumise. Et ça, c'est impardonnable. C'est impardonnable. Donc, à partir du moment NFP, même si c'était évident que c'était une baudruche NFP juste destinée à des élections, pour moi, c'est le point de non-retour. Donc après, je verrai bien pour qui je voterai, j'ai aucune idée, mais je sais pour qui je ne voterai plus. Ça, c'est une première chose. Et je ne suis pas surpris de cette évolution. Parce que l'anti-judaïsme n'a jamais disparu en France. Qu'est-ce que vous entendez par anti-judaïsme par rapport à antisémitisme? Alors, l'antisémitisme est plus politique. C'est une notion politique et un mot politique inventé à la fin du 19e par un philosophe allemand. Alors que l'anti-judaïsme prend racine dans une histoire très ancienne et religieuse, mais qui s'est... Je veux dire, à la fin du 19e, on a bien vu, chez des penseurs de gauche, comment cet antisémitisme ou anti-judaïsme, peu importe, prenait. Ça n'a jamais disparu. Il y a un livre qui est prémonitoire de Jean-Claude Milner, Les penchants criminels de l'Europe démocratique, paru il y a 25 ans. C'est un livre qui m'a tétanisé, parce qu'il était tellement pessimiste, mais il avait raison. Ce qu'il y a de nouveau, c'est pas seulement cette gauche-là, c'est que cette gauche que je ne peux pas imaginer qu'on appelle encore progressiste. C'est impossible. Que cette gauche soit allée chercher dans le clientélisme auprès des musulmans en France des raisons, des motifs pour revenir sur la scène. Et ça, je trouve que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, beaucoup d'électeurs de gauche ne pardonnent plus ça à cette gauche-là. C'est d'une faiblesse à la fois intellectuelle, mais même d'une faiblesse morale, qui est impardonnable. Quant à Israël, ça a toujours existé, l'extrême droite en Israël. C'est l'extrême droite qui a assassiné Rabin. Oui. Ça fait un certain temps déjà. Les colons, etc., ça existe depuis longtemps. Donc, mais c'est vrai que ça fait pour moi, au moins une trentaine d'années. Sauf aujourd'hui, ils sont au pouvoir. Des gens comme Smotrich, par exemple, qui n'est plus au gouvernement, fort heureusement, ou Ben Gvir, sont des gens dangereux.
dangereux pour la paix, mais même dangereux pour l'avenir d'Israël. Et ces gens-là nourrissent énormément la rancœur, la haine, la vengeance en permanence. Donc là, je ne suis pas surpris, mais disons que je suis plus vigilant sur ce qui se passe en France, parce que j'y vis, c'est mon pays, et voilà. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, c'est de l'antisémitisme ou de l'anti-judaïsme auquel on assiste dans un courant qui est très différent de l'époque d'avant la Deuxième Guerre mondiale, avec les « ils sont partout », avec les récits de Rebattet, de Maurras, etc., avec cette, je dis souvent, cet antisémitisme des grands salons du 16e et du 7e arrondissement. Aujourd'hui, vous l'avez dit à l'instant, il y a des terres électorales qui sont chassées par LFI pour une haine du juif, pour une haine d'Israël, pour de l'antisionisme / antisémitisme / anti-judaïsme. Comment est-ce que vous le voyez, ce fléau terrible d'aujourd'hui ? Pour comprendre ce fléau et pour le prendre à sa juste valeur, il faut bien voir qu'il n'est pas que français, il est au minimum européen et au-delà. Parce que quand même, il y a des pays où il y a tous les jours, par exemple, une agression antisémite ou anti-israélienne, parce qu'il y a aussi des Israéliens à l'étranger, c'est l'Australie. Pourquoi l'Australie ? Il y a un pays qui fait une fixation sur la haine d'Israël, je dis bien la haine d'Israël, depuis la naissance d'Israël, c'est l'Irlande. Parce qu'ils ont fait une juxtaposition de leur combat contre l'impérialisme britannique avec le combat des Palestiniens, et puis le fait que c'est Balfour, un Anglais, qui a donné cette terre, etc., aux Juifs. Donc ils ont fait une analogie malencontreuse. Quand je dis malencontreuse, c'est un dose euphémisme. Mais ça n'a jamais faibli chez eux. J'y suis allé, discuter avec des universitaires, j'ai été rencontrer des gens. Ça, c'est la phrase du Christ, ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc ils ont pris une analogie, ils ont dit tiens, on va faire pareil, c'est un combat, alors que c'est pas du combat, c'est un terrorisme. Alors je vais vous donner un exemple où vous allez voir qu'ils savent ce qu'ils font, mais quand je suis arrivé là-bas, en Irlande, à Dublin, j'étais invité à faire des conférences il y a 1 an et demi. C'était après, donc, le 7 octobre. Le jour où je suis arrivé, le Premier ministre a démissionné pour raisons personnelles. Et dans la presse, il n'y avait aucune explication. Là, on est quand, là ? On est quelques semaines, quelques mois, ou 2 mois après le 7 octobre 2023. Et alors, j'étais invité partout. J'étais avec l'ambassadeur de France, beaucoup discuté avec lui. Et je regarde dans la presse la petite Emily Hans, qui était un otage à Gaza, une fille de 10 ans, otage à 10 ans, qui était irlando-israélienne. Son père ne décolérait pas dans les médias israéliens en disant « mais c'est des barbares », etc., etc. Cette petite a été échangée avec d'autres contre des prisonniers palestiniens. Contre des dizaines, voire centaines de prisonniers. Commentaire, évidemment, tous les médias ont été voir le Premier ministre irlandais. Et donc on le voit à la télévision, il fait un commentaire, vous savez ce qu'il dit ? « Nous avons une bonne nouvelle à vous annoncer. La petite Irlandaise, il raye le côté israélien, la petite Irlandaise Emily Hans, qui s'était perdue en se promenant près de la frontière de Gaza, a été retrouvée. » Mais c'est de la fausse information. Non, mais c'est du délire. C'est du délire. C'est du délire, et je comprends pourquoi personne ne l'interrompt à ce moment-là ? Non, mais après, la presse l'a assaisonné, même la presse irlandaise, en disant « faut pas se moquer du monde, on vient de voir l'échange, ça a été filmé, etc. » Ça va très loin. Ça va très loin. Il s'est produit un moment de délire. Oui, donc là, on est très très loin de ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un combat haineux, bête. Parfois même, c'est de la rage. Ça va au-delà de la haine. C'est de la rage. C'est hallucinant ce qui s'est passé. Et encore, nous sommes en France. Heureusement, nous sommes une république. Il y a des principes. On est protégés quand même. En Angleterre. L'Irlande, c'est une république aussi. Oui. Mais il y a un vieux fond. Non, mais vous voyez, il y a un vieux fond anti-juif. Non, mais d'accord, mais si on reprend juste l'étiquette des institutions, c'est une république aussi. Mais quand je dis une république, c'est une république laïque, militante de sa laïcité, etc. Puis il n'y a pas de musulmans et il y a 3000 juifs en Irlande. Enfin, c'est vraiment en Angleterre et en Belgique, c'est hallucinant. Oui. C'est hallucinant. On a suivi, effectivement, on a fait des reportages sur Europe 1 avec toutes les communautés juives de Londres qui, pendant des longs mois, ne sortaient pas de chez eux le samedi, jour du Shabbat. Nathan Dever. Je voulais faire un tout petit commentaire parce que je suis allé aussi souvent en Irlande pour des colloques. Et en effet, la réaction qu'il y a eu depuis le 7 octobre est incroyable.
l'impression que j'ai, peut-être que vous serez pas d'accord avec moi, c'est qu'il y a beaucoup de pays européens qui projettent leur propre névrose nationale et mémorielle sur le conflit israélo-palestinien. Et donc, on applique des paradigmes qui n'ont rien à voir. La colonisation britannique pour les Irlandais, et c'est vrai que les Irlandais, c'est le peuple européen qui a été le plus longtemps colonisé de toute l'histoire de l'Europe. En France, souvent, une partie de la gauche veut appliquer le paradigme de la guerre d'Algérie, donc du colonialisme qui a pu marquer la mémoire française, etc. Oui, etc. mais ça va plus loin que ça, parce que associer Israël à génocidaire, c'est vraiment d'une perversité inouïe. Jusqu'à la collaboration. En effet. Oui, mais non, mais c'est reprendre tous les paradigmes, les inverser et faire de la victime un bourreau. Je veux dire, c'est comme on a l'impression, même sur l'Ukraine, quand on entend des commentaires, on a l'impression que c'est la Russie qui a été envahie. Oui. Et que c'est Zelensky le dictateur. Oui. Non, mais c'est l'inversion, c'est la perversité absolue. Oui. Parce que nous, on est journalistes, on surveille tout ça. Mais imaginez, moi j'ai des étudiants à Sciences Po. J'ai des étudiants. Parce qu'il en reste, pardon. Oui, non, je vous assure, ça s'est redressé. Il y a un excellent directeur et pareil. Même si ce qu'on a vécu pendant l'année échue était difficile. Rendez-nous les 4 sections, puis on verra. Mais non, mais ça, c'est le phénomène qui a accompagné le 7 octobre dans le reste du monde. Pour moi, est un phénomène inédit. J'ai pas vu une telle explosion. Gilles Boutin, dernière question. J'ai relevé cette citation dans votre livre. Vous écrivez, après l'offensive du Kippour, étrangement, nous nous sentions plus en sécurité dans un Israël en guerre que dans une France en paix. Donc ça me fait penser à ce dont nous parlons à l'instant sur la sécurité des personnes. Enfin, c'est-à-dire que ce roman, je l'ai écrit de mémoire. J'ai pas été voir les archives pour une fois, les documents, les livres. Non, et tout est revenu d'un coup. Mais c'est vrai que parce que quand on est proche d'Israël, le fait qu'on y soit à l'intérieur, enfin en tout cas en 73, c'était comme ça. On se sentait en sécurité alors que le pays était envahi par 2 armées soutenues par tout le monde arabe. Il y avait même une brigade marocaine. Ils ont fait du chemin pour y arriver. Donc l'atmosphère était différente. On participait à quelque chose, on se sentait utile. Quand on est à distance, on a beau clamer ce qu'on veut clamer, à distance on peut rien faire. Et aujourd'hui, le sentiment est de quelle nature ? Le sentiment, pour moi, c'est un désarroi, une tristesse. Ça veut pas dire une résignation, mais qui est une tristesse qui est identique ici et là-bas. Le sentiment d'insécurité est le même des deux côtés ? C'est difficile à dire parce que là, on vous répondra que là-bas, on est armé. Tout le monde est armé. Et ça peut être aussi à double tranchant. Merci beaucoup, Pierre Assouline. L'annonce chez Gallimard et pour les fans de Leonard Cohen, il y en a pas mal dans ce récit. Dans un instant, le rappel de l'actualité. Et juste après, on passe en revue l'actualité du jour. À tout de suite sur Europe 1.